Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rodrigue Ahego, directeur général adjoint du site d'information La Gazette du Togo, correspondant à Canal K au Togo, répond à nos questions dans cette deuxième partie de Actu 7. Rodrigue, bonjour. Bonjour, chers confrères. J'aimerais vous poser la question de savoir comment vous vous portez, mais apparemment c'est la grande forme. La grande forme, non, je ne pense pas qu'au Togo on peut être en grande forme actuellement, à moins qu'on est membre de la fameuse minorité qui J'ai donc mal jugé sur votre apparence. Pays. Vous savez, l'apparence, elle est trompeuse. Nous faisons l'effort de vivre et nous nous soumettons au rythme quotidien de la vie que nous impose cette minorité qui malheureusement est en train de nous opprimer et de nous réduire au néant, mais nous résistons et nous rendons grâce à Dieu. Peut-être avant de revenir sur cette minorité, nous allons parler d'abord de la C14 qui est en mode meeting ce week-end. La stratégie a-t-elle changé finalement? Bon, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on va organiser des meetings au Togo. Du moins, depuis le début de cette lutte pour la démocratie et l'état de droit, je crois que les forces vives ont toujours opté pour la sensibilisation des populations, les rencontres d'échange, et c'est à travers les meetings. Et donc, c'est de bonne guerre. Du côté du pouvoir, ils en organisent également. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de changement de stratégie. La preuve, bien avant même les marches, il y a toujours eu des meetings et puis également des opérations de distribution de tracts dans les marchés, les rencontres avec les couches sociales à tous les niveaux. Et puis, c'est d'ailleurs les activités normales des différents partis politiques dans un pays. Et donc, ce n'est pas, moi je ne l'appelle pas changement de stratégie, mais on peut par exemple parler d'aller vers une autre étape. Une autre étape, cette étape, c'est la remobilisation des populations. Vous savez, où vous n'êtes sans savoir que le régime a déversé les forces de défense dans le pays pour opprimer, bastonner, tabasser les populations, terroriser les populations. Et donc, à un moment donné, il est opportun de remonter le moral de ces populations-là, de leur dire: nous sommes avec vous, nous partageons vos peines, nous sommes ensemble et cette lutte va aboutir. Donc, je crois que c'est un message d'encouragement que la coalition veut donc aller livrer aux populations au niveau des différents points de rencontre, notamment Baguida, à Gouezongo et puis à Védi. Voilà. Que dire des marches? Est-ce qu'on va encore marcher ou pas? Mais écoutez, il n'y a pas un décret qui organise les marches ou qui appelle à marcher. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans la logique de contestation, l'oppresseur a toujours tendance à faire croire qu'il a la manette, la gestion de la manette. Et c'est à travers, malheureusement, l'usage excessif de la force. Comme je l'ai dit tantôt, quand on déverse par exemple les forces de défense dans un pays qui n'est pas sous menace terroriste, un pays qui n'est pas sous menace venant de l'extérieur, un pays qui n'est même pas sous menace de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il s'agit d'une contestation d'un pouvoir improductif, un pouvoir dictatorial et séquentenaire qui a montré ses limites, qui ne peut plus rien donner de positif à ce pays. Un pouvoir qui réussit jusque-là à étouffer les manifestations. Écoutez, une chose est de faire semblant d'étouffer les manifestations. Ils ont réussi jusqu'à là. Non, quand vous dites étouffer, la dernière fois, quand le Front citoyen Togo debout et le mouvement en aucun cas ont appelé les populations, est-ce que ces populations ont répondu présent? Je dis oui. Les populations ont répondu présent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de répression aujourd'hui. Et s'il y a répression, c'est que les populations sont sorties. Et donc moi je ne pense pas qu'on a étouffé les populations. Ils n'ont pas pu manifester en bonne et due forme comme ils l'auraient voulu. La dictature se comporte ainsi. C'est l'oppression. Opprimer le peuple. Le peuple est dans la peau de la résistance face à l'oppresseur. Et c'est lorsque, je crois il y a quelques semaines, j'avais écrit sur ma page Facebook, j'ai repris les lignes d'une chanson d'un artiste togolais, paix à son âme, un artiste reggae, Brigadier Zimba, qui a dit: dans le cœur de l'homme le plus pacifique, il y a un tigre qui sommeille. Et moi je dis, qu'adviendra-t-il si à travers l'oppression on arrive
a réveillé le tigre qui sommeille dans le cœur de l'homme le plus pacifique. Point d'interrogation, à chacun sa réponse. Moi, je ne pense pas que le peuple togolais est étouffé, mais c'est un peuple que j'apprécie parce que c'est un peuple qui choisit toujours le bon moment pour frapper là où il faut frapper. Ça veut dire que Et ce n'est pas fini pour la marche, on va encore marcher. Non, mais écoutez, si c'était fini pour les marches, quand on appelle les populations, ils ne vont pas sortir. Mais on va Les encore, populations on va sortent. encore Oui, et les ça, militaires. malheureusement, expose les intentions malsaines d'un pouvoir agonisant qui n'a plus rien à donner à part l'usage de la force. Parce que je ne pense pas que vous ayez un pagne, que vous ayez acheté un pagne qui coûte assez cher et qu'il faille, par exemple, avoir recours aux militaires pour offrir ça à votre femme qui dit « je n'en veux pas ». Le message est clair. Vous allez au marché, vous déboursez les sous, vous achetez un pagne qui coûte assez cher, mais je vous dis, si la femme vous dit je n'en veux pas, vous pouvez aller prendre des militaires pour venir taper cette femme, tabasser cette femme. Dans son esprit, elle dit je n'en veux pas, aussi longtemps que vous allez l'opprimer, mais ça ne va pas changer sa volonté de ne pas accepter un cadeau empoisonné. Donc, c'est dans cette logique que se trouve aujourd'hui le peuple togolais, que j'encourage d'ailleurs parce que quand on est face à une dictature, on est appelé à être déterminé, à être engagé et à être disponible pour répondre massivement à tous les appels de nature à amener le peuple à exprimer son désarroi, à exprimer son mécontentement, à dire trop c'est trop, 50 ans, ça suffit. Voilà, où en est-on avec le dialogue aujourd'hui? Ben, je crois que ça, c'est une question à poser aux protagonistes, du moins aux partis qui siègent au niveau du dialogue et également aux facilitateurs ghanéens qui a sacrifié son temps pour venir par 2 fois au Togo, essayer donc de concilier les positions et les justement, points de vue. il aurait-il jeté l'éponge, le facilitateur? Non. Vous savez, nous sommes dans un contexte où moi, je ne travaille pas avec les rumeurs. Et puis, vous n'êtes sans savoir également qu'aujourd'hui, on a déversé un groupe entre griffes de voyous qui inonde la toile avec informations erronées. De vos confrères journalistes. Avec des informations erronées, des informations qui n'existent que dans leur propre imagination. Parce que pour un président responsable d'un pays, mandaté par une organisation entre griffes, qui joue sa crédibilité, si ce dernier doit jeter l'éponge, je ne pense pas que ce serait sur la toile. Mais il ira dire ça au sommet de la CEDEAO. Nous savons tous que ce sommet qui a eu lieu à Lomé, à ce sommet, le président ghanéen n'était pas présent, le président nigérien non plus. Mais si c'était question de jeter l'éponge, ils allaient pouvoir signifier ça par le biais de leurs envoyés spéciaux qui étaient à cette rencontre-là. Donc, je ne vais pas lire des âneries sur la toile ou des élucubrations versées par des personnes de moralité douteuse sur la toile pour en faire tout un tas de problèmes. La preuve, il y a un autre site qui vous dit que les autorités ghanéennes ont démenti cette information erronée, cette information falsifiée, cette information inventée qui veut faire croire que Nana Akufo-Addo voudrait jeter l'éponge. Moi, je dis une chose. Le président ghanéen, il est élu par un peuple, contrairement à notre contexte où le peuple qu'on prétend, où le peuple qu'on prétend avoir reçu, ou le peuple duquel on prétend avoir reçu l'onction de diriger ce pays est en train de contester la personne qui prétend être élue par le peuple. Ça, c'est différent. Et quand on est élu par le peuple, ou on est élu par un peuple, toutes les actions sont de nature à permettre à ce peuple de s'épanouir. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de votre mandat, vous allez défendre votre bilan devant ce peuple. Vous n'allez pas vous imposer par le biais des Kalachnikov. Vous n'allez pas être imposé par le biais des Kalachnikov. Mais c'est le peuple qui vous donne son onction. Et quand vous avez l'onction du peuple, vous travaillez pour le peuple. Donc celui-là qui a été mandaté par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec l'adhésion ou l'onction de son peuple, ne peut pas ternir son image en se prêtant aux arguties avancées par une certaine force qui n'existerait que dans la dictature.
Est-ce que Nana dans le Akufo-Addo monde de la minorité a une obligation de résultat? Mais Quelle est sa mission? Je vous dis oui. Quand à un niveau donné, il faut lire entre les choses. La CEDEAO a démarré par la facilitation. Et la facilitation, quand vous prenez le dictionnaire, un dictionnaire qu'un élève de CE1 peut lire également, vous trouvez que la facilitation, c'est d'amener quelqu'un ou deux forces divergentes à se comprendre et à parvenir à s'entendre sur l'essentiel utile. Donc là, vous facilitez. La CEDEAO à Lomé a quitté l'étape de facilitation pour aller à la médiation. Et quand on est médiateur, c'est d'essayer de comprendre, d'analyser, et lorsque les parties refusent de s'entendre, de vous, à votre niveau, faire des recommandations assorties d'impositions que les parties protagonistes doivent respecter. Et quand la CEDEAO quitte la facilitation pour aller à la médiation, mais ne me dites pas aujourd'hui qu'un monsieur à qui on a confié ce travail-là va se prêter aux humeurs d'un dictateur pour dire je jette l'éponge. Il va forcément rendre compte parce que dans le communiqué de la CEDEAO, il est clair que les facilitateurs vont proposer une solution de sortie de crise et faire des recommandations qui seront soumises à la CEDEAO en juin. Donc, pour le moment, il a un agenda assez saturé, c'est ça, Nana Akufo-Addo. Un agenda saturé parce qu'il est chef d'État d'un pays et il a aussi son rôle de chef d'État à jouer. Mais c'est à lui seul de savoir que son agenda lui permettait de jouer la médiation au Togo entre les protagonistes et il l'a accepté. Et donc, pour avoir accepté, il a obligation de résultat. J'ai dit qu'il joue sa crédibilité et ne peut en aucun cas se prêter aux histoires tordues que la fameuse minorité a tendance à distiller dans la masse pour tromper, pour divertir ou pour amuser la galerie. C'est une perte de temps. Et donc les pourparlers vont reprendre forcément. Si ça doit reprendre, ça dépendra du médiateur parce que la CEDEAO, je l'ai dit tantôt, a parlé de recommandations. Et s'il faille faire des recommandations, mais il va faire des consultations. Voilà ce que l'opposition demande. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je prends ceci, je laisse cela. Alors, il se tourne vers l'opposition. Voilà, j'ai échangé avec, voilà ce que le pouvoir prend, voilà ce que le pouvoir ne veut pas. Alors, on va également voir avec la société civile et faire des recommandations dans la logique d'une solution durable qui va permettre au peuple togolais de s'épanouir, pas dans la logique d'une dictature qui veut s'imposer par le biais des Kalachnikov. Voilà. Ni par la logique ou l'humeur d'une opposition qui, quelque part aussi, peut porter les germes d'une dictature où, je ne sais, mais le peuple, dans tous les cas, doit être souverain et doit sortir gagnant de cette médiation-là. Voilà, les centristes insistent sur la nécessité de trouver une issue politique, une révision constitutionnelle consensuelle, par exemple. Les centristes. D'abord, l'appellation centriste, je m'en offusque. Je m'en offusque parce Pourquoi? que si vous n'êtes pas pour, vous êtes contre. Ce n'est que sur les champs de guerre qu'on érige des zones tampons pour permettre aux casques bleus, puisque c'est ça qui existe aujourd'hui, de jouer leur rôle de protection des civils. Ici, mais celui qui n'est pas d'accord dit non. Quand on ne veut pas, on dit non. Ils ont une proposition. Écoutez, ça ne fait de personnes centristes. On tue les peuples, vous êtes d'accord? Vous leur retirez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous apportez votre onction à celui qui tue le peuple. Mais si vous êtes d'accord, ou vous êtes d'accord qu'on ne doit pas tuer le peuple, vous apportez votre soutien au peuple. Mais dites-moi dans quel cas vous allez vous situer au centre. Il y a un écrivain qui a dit que être centriste dans une situation de guerre, c'est être en complicité avec l'oppresseur. Vous pensez que c'est le cas actuellement au Togo? Tirez votre propre conclusion. À ceux qui nous suivent de tirer les conclusions. Maintenant, intéressez-nous à les leur solutions. proposition. Voilà. On dit qu'il faut aller, par exemple, aux élections. Je pars du VESAT. Le VESAT a travaillé dans les pays
Mais arrivé au Togo, cet appareil, ce système n'a pas fonctionné. Parce que les gens ont délibérément saboté le fonctionnement de l'appareil. Et qu'est-ce qui a suivi? Il y a eu démission au niveau de la CENI. Et qu'est-ce qui a suivi? Proclamation de résultats sur la base de chiffres fabriqués. Et qu'est-ce qui a suivi? Contestation. Contestation, oppression, tuerie, patati patata. Et crise depuis le 19 août. Depuis le 10, non, pas depuis le 19. Je suis arrivé au VESAT. Je parlais du VESAT. La récente CENI qui a travaillé en 2013 et en 2018 et en 2015. Il y a eu certes la représentation de l'opposition. Le travail a commencé. À un moment donné, l'opposition a commencé, les représentants de l'opposition ont commencé par tirer sur la sonnette d'alarme. Nous allons à un hold-up. Mais bien avant le hold-up, en 2010, prenez par exemple l'incohérence et comment je peux l'appeler, l'incohérence et la différence fatale entre les procès-verbaux issus des mêmes bureaux de vote. Vous prenez le procès-verbal que tient le représentant du parti au pouvoir qui parle de la victoire du pouvoir et vous prenez le procès-verbal que tient le représentant de l'opposition qui remet en cause l'autre résultat. Et sur l'un des procès-verbaux, on fait passer des blancos. Vous connaissez les blancos? Bien sûr. Très bien, on fait passer les blancos. En 2015, vous vous souvenez de ce mémorandum que CAP 2015 a produit avec preuve à l'appui des PV sur lesquels on passe des blancos. Vous avez trouvé ça où? Je vous dis, quand vous êtes dans une école où vous devez recruter des élèves ou comment enregistrer l'inscription des élèves, on vous soumet un dossier et vous constatez des blancos sur un bulletin. Tout de suite, vous remettez en cause la crédibilité de ce bulletin-là. Ça veut dire que dans l'état actuel, on ne peut pas compter sur cette CENI phare, un nouveau Quelle parti. CENI? J'en viens en 2015. Vous travaillez. On n'a même pas fini de compiler les résultats. Et à 20h, on voit le président de la CENI. Je ne sais pas s'il avait une arme pointée sur la tempe, dans une salle militarisée, bunkérisée, en train de sortir des chiffres qui n'existeraient que dans son propre imagination. Je m'en tiens à son vice-président Francis Pedro Amouzou, qui a remis en cause. Il a fait irruption d'ailleurs dans la salle. Il n'était pas du même bord, il ne se comprenait pas. Non, ce n'est pas question d'être du même bord. Est-ce que, à un moment donné, les représentants de l'OIF qui travaillaient de façon collégiale avec la CENI avaient ou s'étaient prononcés sur ces résultats-là? Est-ce qu'ils s'étaient prononcés sur ces résultats? Non, je ne crois pas. Voilà. Pourquoi, selon vous? Allez poser la question. Il faut tirer les conclusions dans tous les cas. Donc, dans notre pays, les institutions de la République n'appartiennent plus à la République, mais à un camp, à quelqu'un, à une famille ou à un régime. Prenons la situation actuelle. Lorsque ces institutions ne font plus l'unanimité, ça a amené le peuple et l'opposition à dire il faut aller aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Constitutionnelles parce qu'on a sodomisé la Constitution, on l'a masturbée, on l'a tripatouillée, on l'a vidée des verrous qui doivent permettre à chaque Togolais de rêver un jour de devenir président de la République si le peuple vous choisit. Et donc, il faut réformer cette Constitution. Alors, réforme institutionnelle, je l'ai dit tantôt, les institutions de la République prêchent pour la chapelle d'un régime. Et donc, ces institutions ne sont plus crédibles vis-à-vis du peuple et ne peuvent plus en aucun cas servir dans un état de droit, dans une république. Les réformes électorales, parce que le code électoral, on doit revoir le code électoral. On doit revoir la composition de la CENI. Comme l'a dit le phare. Il faut aujourd'hui revoir la CENI. Pas une CENI qui ne proclame que des résultats en faveur d'un régime ou de quelqu'un. Pas une CENI qui proclame des résultats dont les chiffres jusqu'à présent, s'il vous plaît, ne tiennent pas. Parce que ces chiffres ne tombent pas à 100%. Tous les mathématiciens du monde, on peut aller réveiller Pythagore. Pythagore va prendre ces chiffres ne tomberont jamais à 100% parce que ce sont des chiffres préfabriqués. Moi, j'ai vu des procès-verbaux sur lesquels le suffrage exprimé est largement au-dessus du nombre de votants. Vous avez déjà vu ça où? Et donc, ce sont ces mots
qu'il faut guérir pour redonner au peuple son droit de vote. Pour lui donner la liberté de choisir son dirigeant. Et donc si aujourd'hui, on se dit centriste et on pense qu'il faut aller aux élections, je dis ça, c'est prendre l'échafaudage. C'est prendre l'échafaudage et c'est rentrer dans sa propre chambre par la fenêtre. Si vous rentrez dans votre propre chambre par la fenêtre, c'est que vous avez perdu la clé de la serrure ou soit vous l'avez, mais ce n'est pas votre chambre, c'est une chambre appartenant à autrui. Et quand vous prenez la Bible dit quiconque entre par la fenêtre est un voleur. Donc tous ceux qui veulent entrer par la fenêtre sont des voleurs. Le phare va beaucoup plus loin et propose qu'il faut, à la place de cette institution, parlant de la CENI bien sûr, un autre cadre composé de l'ONU, de l'Union européenne, de la CEDEAO et des protagonistes. Peut-être une solution. Vous devez lire dans sa proposition que c'est une question de méfiance et de manque de confiance en ces institutions de la République, notamment la CENI. Vous comprenez? Parce que cette CENI-là ne peut organiser aucune élection crédible, tout comme cette Assemblée nationale-là ne peut voter aucune loi au profit du peuple. Ils allont voter des lois. Quelles lois, dites-moi? Des lois contestées. Par exemple, si tu prends la loi à travers laquelle on a voulu faire de la hack, un gendarme un gendarme derrière la presse. Vous voulez parler de ce vote-là? Ou vous voulez parler du vote des budgets qui ne tiennent pas? Ou vous voulez parler d'une assemblée où quand on convoque par exemple les ministres, ils ne répondent pas? Alors qu'eux, ils sont nommés, ils refusent de répondre aux questions des élus du peuple. Vous voulez parler par exemple d'une assemblée où le président lui-même a regretté l'ambiance délétère dans laquelle les élus du peuple ont évolué sur les 5 années? Vous voulez parler de quelle assemblée nationale? Parlons plutôt de la proposition de l'ambassadeur allemand. Pourquoi cette proposition suscite tant de réactions? Mais aujourd'hui, on ne peut pas être sincère en proposant aux Togolais d'aller aux élections en l'absence totale des réformes approfondies, notamment institutionnelles, constitutionnelles et électorales. On ne peut en aucun cas être sérieux en proposant à un pays, à moins qu'on soit dans la logique de préserver des intérêts qu'on a lorsque la dictature existe. Sinon, dites-moi, en Allemagne, est-ce que c'est de cette façon-là qu'on va aux élections en Allemagne? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on élit le chancelier en Allemagne? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on élit les élus du peuple en Allemagne? Non, ce n'est pas de ça qu'on veut. Mais je pense que le diplomate allemand ou l'ambassadeur d'Allemagne, M. Weiss, peut aider les autorités togolaises à assainir ou à doter le pays d'institutions fortes pour éradiquer cette dictature qui constitue un monstre qui est en train de grandir et qui dévore dangereusement un peuple aujourd'hui meurtri. Le peuple togolais n'arrive plus à se soigner. Le peuple ne mange pas. Allez au CHU Sylvanus Olympio, il n'y a même pas de scanner. Allez dans les maternités, vous allez voir des femmes enceintes couchées à même le sol. Allez au niveau de la pédiatrie, s'il vous plaît. Vous allez voir le personnel soignant commander des spioata pour se laver les mains après les interventions chirurgicales. Allez voir les lits des hôpitaux, les lits sur lesquels on opère les patients. Allez voir le matériel vétuste que ce personnel soignant est appelé à utiliser. C'est pour ça d'ailleurs que le SYNFOT, Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, hausse le ton. Ils ne demandent pas qu'on augmente leur salaire, mais ils veulent qu'on revoie leurs conditions de travail, qu'on revoie les structures sanitaires dans lesquelles ils sont appelés à travailler. Vous n'allez pas étudier la médecine au moins 7 ans, s'il vous plaît, pour qu'après on vous dise que c'est par incompétence que quelqu'un est décédé lorsque vous-même vous êtes incompétent, et que ce soit les structures sanitaires qui ne sont pas en adéquation avec votre compétence. Changeons de sujet, mais rappelons que le gouvernement a annoncé la construction d'un hôpital. Mes amis, je vous dis, un tien vaut mieux que tu l'auras. Nous avons des hôpitaux. On veut qu'on équipe ces hôpitaux, on n'arrive pas. On annonce la construction d'un hôpital, je ne sais. Non, écoutez, vous savez ce qui se passe dans mon pays? Et ça, les gens doivent comprendre ça. Si vous êtes dans la logique de diriger un pays pendant 5 ans, renouveler ça 5 années après et déguerpir, vous n'allez pas faire des projets sur 20 ans. Vous n'allez pas faire des projets sur 20 ans.
Mes chers amis, peut-être qu'il y a la continuité. Non, il faut arrêter. Il y a la continuité de l'État, mais vous avez un bilan à défendre devant le peuple. Vous comprenez? On vous dit, les structures sanitaires qui sont là, vous êtes allés en grand pompe lancer la fameuse contractualisation. Et vous ne dites pas que vous allez équiper ces hôpitaux-là pour, dans un premier temps, limiter les pertes inutiles en vies humaines. Vous annoncez la construction d'un hôpital et ça, je ne sais en quelle année ou dans combien d'années ça va prendre. Comme je le disais, on va changer de sujet. Rafa Lomé, votre avis sur l'opération? Je ne peux pas comprendre qu'on nous demande, Togolais, finalement, d'obtenir des autorisations avant de sortir. J'ai mon acte de naissance, j'ai ma nationalité, j'ai ma carte d'identité, j'ai mon passeport. Nulle part, je n'ai vu écrire qu'on ne doit pas sortir la nuit. Parce que dans mon pays, il y a des gens qui travaillent de jour et d'autres qui travaillent de nuit. La preuve, il y a des agents de santé qui sont de garde. Il y a également des gardiens de nuit, des vigiles, des sociétés. Il y a également même les forces de l'ordre eux-mêmes qui sortent la nuit, pas forcément pour aller racketter les conducteurs de taxi, moto et les taximens, non. Leur rôle, c'est d'assurer la sécurité. Et sur nos cartes, il n'y a nulle part où on a écrit assassin ou voleur pour que quand on va vous voir tout de suite, on va dire vous n'avez pas le droit de sortir la nuit. Expliquez-moi cette opération. De quelle opération s'agit-il? Est-ce qu'on nous a dit que notre pays est envahi par des terroristes et qu'entre-temps, il y a une opération qui est destinée à démanteler un réseau de terroristes pour que tous les passants soient considérés comme terroristes et pour qu'on embarque tout le monde? Vous avez lu, je crois, les témoignages poignants, les violences qu'on exerce sur ces personnes interpellées. On les interpelle pourquoi? Pour rien du tout. Si ça les plaît, vous sortez votre carte, il peut vous embarquer. Mais dans quel pays sommes-nous? Tous les éléments dont nous parlons ce matin aboutissent ou débouchent sur une seule conclusion. Nous sommes dans une dictature pure et simple. Peut-être que l'élément suivant... c'est l'usage de la force. Mais je me plains parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays, les forces de l'ordre ne pensent pas travailler dans leur pays jusqu'à la fin de leur vie. On les appelle pour d'autres missions. Mais avant qu'on ne vous appelle pour d'autres missions, on voit votre probité morale. On voit votre niveau et votre degré de professionnalisme. Donc, la Constitution de la République nous dit, lorsqu'on vous demande ou on vous ordonne de poser un acte qui est en violation de la Constitution, vous devez dire non. Voilà, nous changeons encore de sujet. Des milliers de poissons morts par empoisonnement d'eau à Tiémé. Les autorités togolaises appellent à la vigilance. Non, aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans les rumeurs. Selon nos informations, il n'y a pas encore de test qui est sorti, un résultat qui atteste la thèse d'empoisonnement. Mais si tel est le cas, ça doit être une méchanceté. Une méchanceté. Je ne sais pas si on nous dira qu'un caïman est décédé dans le lac et que entre-temps ces venins auraient contribué à empoisonner l'eau. Du moment où il n'y a pas d'éléments qui attestent ces différentes supputations, on reste vigilant. Ils ont bien fait d'appeler le peuple à la vigilance. Mais est-ce que la vigilance du peuple seul suffit? Ils ont dit, heureusement qu'ils ont dit qu'ils ont pris les dispositions pour qu'au niveau des frontières, des poissons qui passent soient soumis au contrôle. Sauf que ils ont oublié de mentionner que nous avons des frontières poreuses. Ces frontières poreuses qui fabriquent des hommes riches au niveau des postes frontaliers. Vous comprenez? Et donc, si on interdit le commerce de produits illicites, mais ça arrive, ce ne sont pas ces poissons-là qui ne vont pas arriver pour nous tuer. Vous vous souvenez de la fameuse scandale, la scandale de la fameuse tilapia avariée. Affaire assez compliquée. Affaire assez compliquée. Mais à un moment donné, on nous a dit que tout un conteneur a disparu. Donc aujourd'hui, c'est pour vous dire que le peuple n'est pas à l'abri. Le peuple n'est pas à l'abri. Et le peuple aujourd'hui, à cause de la pauvreté, ne peut pas non plus se refuser de dire merci pour ces produits qui tombent. Donc,
ça fait que moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ça rappelle l'histoire de la baleine, peut-être. Voilà, les faits sont produits et c'est quelques jours après que ce communiqué est sorti pour alerter le peuple. Si entre-temps, il y a au moins des cargaisons qui sont déjà arrivées, ça fait l'affaire des consommateurs. Et si victime il y a, on doit commencer par déplorer. Donc, je crois que gouverner, c'est prévoir. C'est ce que nous disons. Gouverner, c'est prévoir. Et si le pays était bien dirigé, on va tout de suite, par exemple, envoyer des émissaires dans les frigos. Vous savez que les produits congelés sont vendus dans les frigos. Dans les marchés, vous allez, c'est comme le disent les populations dans le jargon populaire, c'est versé. Vous allez dans tous les marchés, il y a des poissons qu'on vend. Maintenant, comment la pauvre dame qui arrive va savoir que c'est de ce poisson-là qu'on parle? Donc, il est temps qu'on mette en branle le service d'hygiène pour que ce service d'hygiène ne soit pas bureautisé seulement, mais que ce soit un service qui aille sur le terrain pour aider le peuple à se mettre à l'abri de ces produits avariés, de ces produits empoisonnés, de ces produits dangereux qui intoxiquent et qui répercutent dangereusement sur la santé de l'homme. Voilà, Rodrigue, nous allons boucler avec la zone franche togolaise. Les ouvriers déplorent leurs conditions de travail. C'est pas nouveau, c'est ça? Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du moment où les fonctionnaires déplorent aussi leurs conditions de travail sans que l'État ou le gouvernement le lève le petit doigt pour régler. Chaque fois, c'est contourner le problème, c'est intimider les gens, c'est menacer les gens. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les sociétés, entreprises expatriées vont faire? Vous vous souvenez que dans tous les témoignages, on nous dit que quand une société vient s'implanter au Togo, mais il y a forcément un côté social que la société doit prendre. La société ne doit pas constituer un danger pour les communautés, mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Et donc, ces sociétés expatriées-là ne font que marcher sur les pas de ceux qui nous dirigent. C'est un peu dommage, parce que la durée du travail, c'est 8 heures. C'est ce qui est reconnu. Maintenant, si vous êtes dans un pays où les gens crient tous les jours, qu'on est en train de nous opprimer, on est en train de nous maltraiter, et que personne, aucune autorité ne lève le petit doigt, et que ce soit des organisations qui viennent condamner ces pratiques, mais c'est déplorable. Parce que ces Chinois, Libanais, je ne suis pas xénophobe, je ne veux pas aller sur... Mais c'est le constat sur le terrain. On en parle tout le temps, mais les autorités ne disent rien pour contraindre ceux-là, les amener à considérer l'humain que le Togolais représente. Non. Et donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre que les travailleurs haussent le ton, mais ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils refusent de se soumettre à ces conditions, ils vont manger quoi? Ils vont aller travailler où? C'est lamentable tout ça. C'est pour ça que ça doit changer, parce que 50 ans, ça suffit. Si on améliore aujourd'hui la gouvernance, si on renouvelle l'équipe qui gère ce pays, je crois qu'il y aura d'autres façons de voir les choses et le peuple sortira gagnant, parce qu'il faut condamner toutes ces pratiques que cautionnent malheureusement ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà. Parce que qui ne dit rien consent. Merci beaucoup, Rodrigue. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être quelques secondes pour le mot de la fin. Je vous dis d'abord merci pour la confiance que vous nous faites. Et comme je le dis toujours, moi je suis la voix des sans-voix. Je le fais sans langue de bois. Je ne le dis pas pour plaire à X ou à Y, mais je défends mon peuple. Et aussi longtemps que mon peuple sera opprimé, j'aurai ma langue pour parler. Même si on arrive par exemple à me couper la langue, il y aura mes pieds qui vont forcément sortir des éléments de communication qui vont permettre aux gens de comprendre qu'au Togo nous souffrons. Rodrigue Ahego, toujours égal à lui-même, vous êtes le directeur général adjoint du site d'information La Gazette du Togo. Vous êtes le correspondant de Canal K au Togo. Vous êtes notre invité dans Actu 7 pour ce numéro. Merci encore une fois pour la disponibilité. Merci à toutes et à tous. Merci à Joseph Oumou qui a assuré la mise en onde. Je m'appelle Jean-Marie Gonsalves. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 20h. À la prochaine. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.